en 2019, on a deux couples d'amis ou de proches qui nous disent mais vous donnez des cours de danse, est-ce que vous ne donneriez pas des cours pour notre ouverture de bal Alors soit vous dansez vous pour notre ouverture de bal, mais du coup il n'y a pas d'intérêt, soit vous nous apprenez et puis du coup on fait un truc chiadé. Il y a quand même plus de gens qui viennent me voir pour l'ouverture de bal que pour Wedding Planner, parce qu'en effet c'est l'originalité. Et oui, en effet, j'essaie toujours de leur dire que maintenant qu'on se connaît bien et qu'on a dansé ensemble et qu'on s'est vu en jogging le samedi matin à 9h, pas très frais, on peut peut-être se faire confiance pour le jour J. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste à chaque fois parce que j'y tiens. On n'est pas là pour simplement leur apprendre à faire des pas, on est là pour leur apprendre à être autonome sur n'importe quelle musique. Hello et bienvenue dans Carnet de noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariages français. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode avant la fin de la saison, avant le début de l'été qui commence dans quelques jours, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Dorion de l'agence E&O Wedding. Elle s'est lancée avec son mari Olivier au tout début du Covid, donc pas le meilleur moment pour se lancer forcément, mais on va faire un focus aujourd'hui sur l'ouverture de bal. C'est leur spécialité, ce sont deux danseurs expérimentés et c'est vraiment la prestation qu'ils mettent en avant sur leur site, sur leur communication. Elodie va m'expliquer comment ils en sont venus à faire ce focus sur l'ouverture de bal, qu'est-ce que ça leur rapporte en termes de clients, pourquoi on va les voir, pourquoi on vient les voir. Et donc comment ça se passe pour eux avec ce positionnement qui est assez original, assez inédit dans l'univers de l'organisation de mariage. Je ne t'en dis pas plus. Si tu aimes cet épisode, encore une fois, n'hésite pas à le liker, à nous taguer aussi sur Instagram selon l'endroit où tu écouteras ce podcast. Ce sera peut-être pendant tes semaines de vacances à la plage, à la montagne, enfin bref, peu importe. Tag-nous, ça nous fera plaisir. Puisque nous, chez Planners, normalement, on devrait bosser une bonne partie de l'été. Voilà, sans transition, je te laisse écouter ma discussion avec Émilie. Eh bien, salut Émilie, je suis ravi de t'avoir pour cet épisode, ce nouvel épisode de Carnet de noces qui devrait arriver normalement juste avant l'été pour terminer la saison. Donc, je vais te demander tout de suite de te présenter, puis après on rentrera dans le vif du sujet. Bonjour Benjamin, merci beaucoup de m'accueillir. Donc je suis Émilie, j'ai 32 ans, je suis mariée à Olivier et j'ai pris la décision folle après m'être mariée avec lui, de m'associer avec lui. Et on a créé tous les deux notre société qui s'appelle E&O Wedding. E pour Émilie, O pour Olivier, on est hyper originaux apparemment. On est en activité depuis 2020, quelle belle année pour les mariages décidément. Et voilà, ça fait vraiment 1 an qu'on s'est lancé et qu'on y croit fort et qu'on y croit dur et qu'on va y arriver. Ok, donc en 2019, tu m'as dit 2020. 2020. Eh oui, 13 mars 2020, 3 jours avant le confinement et nous sommes en guerre. On est très très bon dans le timing, on est meilleur sur les mariages dans le timing, c'est promis. Je me rappelle très bien parce que c'est la date, nous, à laquelle on a signé notre maison, là, où j'ai acheté, tu vois. Donc, c'était vraiment le bon moment même, parce qu'après, c'est vrai que tout a été bloqué. Et comment vous êtes organisé, du coup, pour la première saison? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces mois de confinement? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? On a fait notre site internet, ce qui est quand même la vitrine la plus importante. Olivier est informaticien de formation, donc il a eu le temps de travailler dessus et c'était chouette pour lui d'avoir ce temps-là. Moi, de mon côté, j'étais plutôt sur les réseaux sociaux à essayer de créer toutes les pages, de les nourrir un petit peu et de réfléchir un peu à ça. Et pour être totalement honnête, j'étais enceinte à ce moment-là, donc j'en ai aussi profité pour finir ma grossesse tranquillement et profiter de mon bébé. Et breaking news, quand on a un bébé, non, on ne peut pas tout faire en même temps. Moi, j'étais persuadée que j'arriverais à m'occuper de lui et à gérer une boîte en cours de création. Et non, ce n'est pas possible. Donc finalement, le confinement a été plutôt bénéfique pour notre vie perso. Et voilà, on s'est donné le temps aussi de réfléchir et de se poser les bonnes questions sur notre société en même temps. Ouais, c'est bien pour se rendre compte de ça, que même quand on est en télétravail, qu'on a des enfants en bas âge, non, on peut pas les gérer pendant qu'on bosse. Je pense qu'il y en a plein qui s'en sont rendus compte aussi à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est ça. Non, bon après, de toute façon, on est très mauvais
à multitasker, hein, à faire plusieurs choses à la fois, hein, même d'un point de vue boulot, aller checker ses mails pendant qu'on fait par exemple un post sur les réseaux sociaux, c'est juste pas possible quand il faut choisir. Ouais, Donc, non, non, mais c'est clair, c'est clair. Bon, bah, c'est bien en même temps. Enfin, faut voir le côté positif. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour vous lancer, justement? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour vous dire à un moment donné, allez, on se lance, on crée cette agence? on a eu plusieurs étapes. D'abord, notre mariage en 2018, où c'est vraiment, moi j'ai tout organisé, j'ai cherché tous les prestataires, j'ai passé des jours et des jours. Et une fois que c'était bien, tout beau, tout ficelé, j'avais qu'une seule envie, c'était de surtout pas avoir à gérer le déroulé et le timing le jour J, ni avoir à confier ça à ma meilleure amie, parce que j'étais tellement fière de ce que j'avais préparé que s'il y avait le moindre couac, je lui en aurais voulu à vie. Donc j'ai choisi de passer par une wedding planner juste pour mon jour J, et en fait ça a été la révélation déjà que cette prestation-là existe. Et du coup de pouvoir faire appel à cette wedding planner-là que je remercie vraiment, parce que mon mariage était parfait, il y a eu des couacs et je n'en ai rien su, et c'est exactement ce à quoi une wedding planner sert. Après, donc, et honnêtement, depuis que le terme wedding planner existe, moi je me suis toujours dit que j'adorerais faire ça, parce que la gestion de projet, c'est ma formation, donc je sais faire. Le mariage, c'est quand même censé être l'un des plus beaux jours de la vie des gens qui se marient, donc c'est toujours un événement heureux. Et contribuer à cet événement heureux, ça m'a toujours beaucoup plu et beaucoup intéressé. Donc forcément, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, en fait, je me suis dit, ouais, mais si je viens sur le marché, j'ai aucun atout et j'ai rien à apporter. Sauf que en 2019, on a deux couples d'amis ou de proches qui nous disent, mais vous donnez des cours de danse, est-ce que vous ne donneriez pas des cours pour notre ouverture de bal? Alors, soit vous dansez, vous, pour notre ouverture de bal, mais du coup, il n'y a pas d'intérêt, soit vous nous apprenez, et puis du coup, on fait un truc chiadé qui envoie, et voilà, et c'est un bon moment aussi pendant le mariage, et du coup, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans notre tête, et on s'est dit, bah voilà, le wedding planner, en effet, on n'apportera rien, mais la danse, on peut l'apporter. Moi, je danse depuis que j'ai 3 ans, Olivier, en bon antillais qu'il est, il zouk depuis qu'il est tout petit aussi, et on s'est mis à la salsa tous les deux à des moments peut-être un peu différents dans nos vies, mais on s'est retrouvés et on s'est rencontrés grâce à ça. Donc la danse à deux, on l'aime et on y croit, et on la transmet depuis maintenant 6 ans dans une école dans le 18e arrondissement de Paris. Donc on sait faire, et donc on a fait ça pour ces deux couples-là en 2019, et en fait on s'est dit que c'était la bonne idée. Et voilà, on s'est lancé en 2020, on a été aidé par un ami qui se mariait aussi, et qui m'a dit, bah écoute, si tu me fais mon mariage, en échange, je t'aide à créer ta boîte. Et honnêtement, je pense que si cette amie n'avait pas dit ça, j'aurais jamais fait, parce que entreprendre, pour moi, c'est beaucoup trop compliqué, il y a beaucoup de paperasse, trop d'administratif. Mais voilà, cette amie m'a vraiment mis devant un miroir, où je me suis dit, bah voilà, si tu veux faire quelque chose qui te plaît vraiment, et le faire avec ton mari en plus, bah faut y aller et il faut entreprendre. Je mets un petit bémol sur la difficulté de créer une entreprise. C'est vrai que c'est un peu l'idée reçue que tous les Français ont, alors qu'au final, c'est très simple, et c'est même beaucoup plus simple que ce que l'on pense. Surtout que maintenant, avec le chômage, en fait, c'est le plus gros employeur de France, hein, le chômage qui donne jusqu'à 2 mois, je crois, de droits et de mensualités pour ceux qui se lancent. Donc c'est vrai qu'on va pas faire peur à toutes celles et ceux qui voudraient se lancer en tant que wedding planner aujourd'hui. Non, non, c'est assez simple, hein, de créer une boîte. Mais après, c'est vrai que enfin, ça fait toujours peur. Enfin, je pense qu'il y en a qui n'aiment pas du tout faire de l'administratif. Donc toi, au final, ça a été un coup de pouce qui t'a aidé. Ouais. Peut-être que tu l'aurais Ouais. fait au final, même s'il n'avait pas été là, mais tu le sais pas. Mais je me serais fait aider de toute façon, parce que oui. pour le coup, moi j'ai une phobie administrative, vraiment. Je suis incapable quand il s'agit de faire la déclaration d'impôt, mais je fais une crise de panique, donc il faut vraiment le savoir. Mais il y a des gens qui sont là pour ça et qui aiment faire la paperasse, donc autant leur laisser le faire. Et puis moi, je signe juste ce qu'on me dit, là il faut, et voilà. Mais oui, c'est vrai que entreprendre, au final, c'est quand même une grande satisfaction, c'est une grande fierté. C'est pas toujours rose. Il y a beaucoup de remises en question, mais c'est hyper intéressant, c'est instructif, et au final, c'est une grande fierté. Je reviens sur ton mariage et sur le fait que tu aies fait appel à une wedding planner pour le jour J. Ça, c'est assez inédit, je crois, de tous les épisodes qu'on a fait. On en a sorti plus d'une trentaine. La plupart du temps, c'est vrai, c'est après avoir organisé son propre mariage qu'on se sent
euh, naître cette vocation au final. Toi, tu as fait appel à une wedding planner. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a confirmé dans ton choix, ou est-ce que là, pour le coup, c'est pareil, si elle n'avait pas été là, tu te serais lancé quand même, ou est-ce que tu t'es dit, ah bah, tiens, c'est vrai que sa prestation, au final, ça m'a grave aidé, c'est comme ça que je vois les choses, et ça me confirme dans le choix que j'ai envie de me lancer dans ce métier? Ça m'a clairement aidé, et en fait, c'est la découverte de la prestation jour J, et que c'était possible de faire appel à une wedding planner juste pour le jour J. Parce que moi, je suis juste une femme normale, et j'aime bien avoir le contrôle sur ce qui se passe et tout gérer. Et les futurs mariés et ES sont à 90% comme moi. Donc, trouver des prestataires, au final, c'est du temps à passer, c'est beaucoup de temps à passer, c'est évident, mais c'est quelque chose qui se fait et qu'en général, on préfère faire soi-même. Maintenant, le jour J, c'est tellement important, c'est tellement crucial, il y a tellement d'enjeux, même si au final tout va toujours très bien se passer, que le confier à quelqu'un d'extérieur. En fait, moi, clairement, ma wedding planner, je lui dis, je vous préviens, je vous paye pour pouvoir vous hurler dessus si jamais il y a un problème. Donc ça ne sera pas contre vous, ça ne sera pas personnel, mais j'aurais juste besoin de déverser ma colère et ma frustration sur quelqu'un, et je vous paye pour ça. Et je me suis dit qu'en fait, moi aussi, j'étais capable de justement être ce déversoir à stress pour les autres, parce qu'en fait, moi, je suis excellente quand il faut travailler dans le stress, j'adore ça. Et en plus, prendre le stress de quelqu'un et l'ingurgiter et en faire ma propre tambouille, ça, je sais le faire aussi. Donc, ça a vraiment été le révélateur comme de dire on peut ne prendre quelqu'un que pour le jour J, on lui fait confiance. Et tout se passe bien, et du coup je reste en contact avec ma famille et mes amis, parce que c'est aussi ça quand même l'impact derrière. Donc ouais, ça a été hyper important pour moi de voir l'envers du décor. C'est une nouvelle compétence qu'on pourra mettre sur son CV en tant que wedding planner, être un réservoir à stress, comme tu dis. Exactement. Ça, c'est intéressant, ouais, ouais. C'est vrai que au final, il y a plein d'angles en fait impossibles pour voir la prestation, et puis c'est vrai que celle-ci, elle est assez intéressante. Surtout pour vendre cette prestation, puisque j'ai l'impression, même après avoir parlé à d'autres wedding planners, que cette prestation jour J, elle a le vent en poupe, et c'est en plus une espèce de solution intermédiaire, comme tu dis, où on a quand même la main sur tous les prestataires que l'on a choisis et qu'on a pris le temps de choisir, et tout ça sur la partie en amont du jour J, et puis le jour J, on se laisse aller au final, hein, c'est sa journée, et on délègue ça à quelqu'un d'autre, quoi. Qu'est-ce que tu dirais par contre, parce que moi en fait je pense à l'objection, à mon avis, principale qu'ont les gens, c'est de se dire elle va arriver comme ça, elle va découvrir le jour du mariage, elle sait pas vraiment qui vient, qui sont les invités. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ça, justement, par rapport à une prestation le jour J, où justement, quand on n'a pas toutes les cartes en main, c'est peut-être plus compliqué derrière de bien gérer sur une journée? Je réponds qu'en fait, je débarque pas le matin à 8h pendant que la mariée est en train de s'habiller et de se faire maquiller. Non, le principe du jour J, c'est que certes, c'est pas moi qui ai choisi, ou en tout cas, c'est pas moi qui ai proposé les prestataires qui vont intervenir, mais je prépare mon jour J. Donc, ça veut dire que les mariés, on se parle plusieurs fois. Ça veut dire que les témoins, je les rencontre aussi au minimum par téléphone, parce que s'il y a une surprise, il faut bien qu'elle soit incluse dans le planning. Donc il y a quand même un travail amont qui est important et qui est de toute façon primordial, pour que justement il n'y ait pas de surprise, et que je sache, que je sois sûre que à ce moment-là il se passe ça parce que c'était prévu comme ça, que j'ai quand même l'occasion de mettre une petite surprise sans que ça découle trop et que ça embête trop la suite du programme. Le traiteur, la salle, évidemment, je me présente pour qu'il ne débarque pas non plus, et qu'il sache que c'est mon numéro de téléphone qu'il faut appeler, et que le jour J, il faut foutre la paix à la mariée parce qu'elle aura vraiment d'autres choses à faire, et que j'espère qu'elle n'aura pas son téléphone sur elle, surtout. Donc non, il y a le jour J, oui, mais avec préparation amont, évidemment. Combien de temps ça te prend de préparer un jour J, à peu près? J'ai pas fait ce calcul-là, c'est très intéressant. Je pense que mis bout à bout, ça doit quand même faire à peu près 2 jours de travail, entre les coups de fil, les allers-retours, les confirmations du programme, les témoins, les parents, voilà, vérifier que tout est là, vérifier qu'on a bien toutes les coordonnées de tout le monde. Je pense que ça prend 2 jours de travail, ouais, en plus du jour J. En plus du jour J, donc ça fait à peu près 3 jours en tout. Ouais, Ok. Ouais, c'est pas rien. bah non. Donc oui, ça doit être ouais, et puis c'est le genre de prestation qui doit être compliqué à pricer aussi, puisque forcément quand on fait appel au wedding planner pour une seule journée, on s'attend à payer un certain prix qui est forcément largement moindre que celui d'une prestation de A à Z. Comment est-ce que ça se vend bien d'ailleurs,
pour toi, est-ce que c'est la majorité des prestations que tu fais, ces prestations jour J? Eh bien non, c'est la deuxième que je vends le plus. La première étant évidemment l'ouverture de bal, puisque c'est aussi ce sur quoi on mise un petit peu en termes de communication, donc c'est logique. Mais en tout cas, moi, le jour J, c'est la prestation à laquelle je crois le plus. Parce que pour moi, c'est vraiment l'indispensable. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui se sont déjà mariées et qui m'ont dit si je t'avais rencontré avant, ou si je devais le refaire, jamais je ne me passerais d'un wedding planner, ou en tout cas de quelqu'un qui gère ça. Voilà. Donc c'est quelque chose dans lequel je crois et que je n'hésite pas à vendre et à revendiquer en tout cas. Donc parlons de l'ouverture de bal, ça c'est un positionnement qui est très intéressant, c'est la première fois que je le Ouais. vois d'ailleurs. Et je pense que tu ne me contrediras pas si je te dis que je pense que tu es parmi les seuls à avoir pris ce positionnement-là, du moins sur le marché francophone, à mon avis. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est... Et du coup, ouais, j'ai plein de questions qui me viennent par rapport à ça. Comment est-ce que tu te positionnes? Est-ce que toute ta communication tourne autour de ça, que ce soit sur les réseaux, sur ton site? Est-ce que c'est ce que tu mets en avant au début et après tu essayes que tes clients upsell entre guillemets vers des prestations d'organisation? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que les gens viennent te voir d'abord pour l'organisation et après tu vas avoir une ouverture de bal? Dis-moi tout. Les deux. Dans ma communication, en fait, pour le positionnement, pardon, je reviens au début de la question, le positionnement, il y a beaucoup de gens qui font wedding planner et beaucoup de gens qui font ouverture de bal, mais les deux ensemble, c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu ça. Et comment je le vends? C'est vrai qu'il y a quand même plus de gens qui viennent me voir pour l'ouverture de bal que pour wedding planner, parce qu'en effet, c'est l'originalité. Et oui, en effet, j'essaie toujours de leur dire que maintenant qu'on se connaît bien et qu'on a dansé ensemble et qu'on s'est vu en jogging le samedi matin à 9h, pas très frais, on peut peut-être se faire confiance pour le jour J. Ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une belle porte d'entrée pour justement essayer de vendre des prestations un peu plus. Ouais. Quel est le pourcentage, tu dirais, de gens qui démarrent sur l'ouverture de bal et à qui tu vends un jour J derrière? C'est pas encore énorme, je t'avoue. Parce qu'en fait, l'ouverture de bal, souvent, pas toujours, hein, mais les gens se posent la question 2-3 mois avant le jour J. Et ça veut dire que le budget il est déjà calé et qu'en gros, ils peuvent éventuellement faire un effort supplémentaire pour l'ouverture de bal, mais ils n'ont pas assez de budget supplémentaire ou pas assez de ressources pour aller jusqu'au jour J, par exemple. Ouais, Donc, tu veux c'est dire pas que le encore jour J, énorme, mais oui. ouais, tu veux dire que le jour J, souvent, c'est prévu quand même en amont? Parce que pour moi, comme ça, de but en blanc, je me serais dit, il y en a plein qui se lancent comme ça et qui pensent qu'ils vont tout pouvoir faire eux-mêmes. Et puis à un moment donné, ils se disent, ouais, mais en fait, c'est vrai que le jour J, ça va être beaucoup de taf, j'ai pas envie de m'en occuper, donc allez, on prend un wedding planner. Mais pour moi, le définir dès le moment où tu veux te marier, je sais pas, ça me semble... si, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, mais de là à ce que l'ensemble des gens se disent avant de commencer, allez, on prendra un wedding planner le jour J, c'est peut-être pas autant qu'on ne le croit, si. Non. Si tu prends un wedding planner dès le début, c'est que tu vas prendre toute la prestation. Tu vas lui dire de trouver tes prestataires, d'être là le jour J et éventuellement de faire l'ouverture de bal. Ça, pour le coup, ce package-là, on le vend plutôt bien. Et c'est des gens qui viennent nous voir 1 an et demi avant leur mariage. Et c'est un très très bon timing pour tout. Maintenant, quand on vient nous voir juste pour l'ouverture de bal, en fait, c'est du bonus pour eux. C'est un moment, c'est comme mettre une pause dans les préparatifs et passer du temps à deux avec toujours l'objectif du mariage, mais sans vraiment en parler. Et ça veut dire aussi que tout est booké, tout l'argent s'est déjà envolé partout. Et donc, voilà, le surcoût de la danse, ça peut aller, mais le surcoût du jour J, si ça n'a pas été prévu, c'est mort. Il n'y a pas assez. C'est compliqué à vendre, malgré C'est ça. Oui. toutes les petites subtilités pendant les séances de répète. Allez, vas-y, C'est on peut ça. être là pour le jour J aussi, si tu veux. Du coup, pour l'ouverture de bal, est-ce qu'il y a des règles à respecter pour l'ouverture de bal? Est-ce que c'est assez freestyle et qu'on peut faire ce qu'on veut? C'est quand même le moment où tout le stress de la journée est passé, c'est-à-dire qu'on est déjà marié, on a déjà mangé. A priori, le gâteau, il est déjà fait ou il arrive bientôt. Donc, c'est vraiment là où on se lâche. Donc, il faut le plus possible que l'ouverture de bal ressemble aux mariés et que ça leur corresponde à 100%. Donc, en fait, on fait
ce qu'ils veulent. Nous, on est là pour essayer de retranscrire par des gestes ce qu'ils sont, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont envie de démontrer. Donc il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est d'être assidu quand même un petit peu, de faire des cours régulièrement, évidemment, de répéter en dehors des cours, parce que même si on se voit souvent, ça ne suffit pas. Et surtout de s'amuser pendant les cours, de s'amuser entre les cours, et évidemment de s'éclater comme jamais lorsque la musique démarre le jour J, vraiment. Et donc tu passes par une phase où tu poses des questions, où tu cernes un peu à qui tu as affaire pour savoir ce qui va leur correspondre, ou les invités généralement, enfin, les couples viennent déjà avec une musique et une chorégraphie en tête. J'ai tous les cas de figure. La seule chose, c'est qu'il me faut au moins une danse sur laquelle ils veulent danser. Donc c'est nous ce qu'on aime le plus, c'est la salsa, parce que c'est notre danse de prédilection. Mais on fait aussi de la bachata, on fait aussi du rock swing, et le rock swing fonctionne, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on n'a que des demandes pour faire des ouvertures de balles rock. Donc c'est très bien. Et en fait, ce que nous on fait, c'est qu'on leur apprend à danser. On n'est pas là juste pour leur dire « Donne-moi ta chanson, je te fais une choré et je te l'apprends ». Notre philosophie, c'est vraiment de leur apprendre à danser pour que dans 10 ans, ils sachent toujours danser. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste à chaque fois, parce que j'y tiens. On n'est pas là pour simplement leur apprendre à faire des pas, on est là pour leur apprendre à être autonome sur n'importe quelle musique. Alors oui, après, évidemment, on va leur faire une chorégraphie qui correspond à la musique de leur choix, mais ce que je veux, c'est que pendant la soirée, quand il y aura un autre rock qui va passer, une autre salsa, ils puissent quand même se débrouiller et voilà, et vraiment s'amuser toujours. Et c'est pendant cette phase d'apprentissage des pas de base, des premières figures, des premières passes, le passe étant le terme officiel des enchaînements, c'est là où on découle les personnalités. C'est là aussi où ils sont un peu je dirais pas en souffrance, mais il y a quand même un lâcher-prise qui est nécessaire. Il y a une instabilité aussi, parce que la plupart ne savent pas du tout danser, ou dansent en boîte, voilà, c'est pas la danse à deux. Là, le fait de devoir, soit si on est la fille, être guidée, soit si on est le garçon, guider la fille, c'est vraiment une perte de repère. Et c'est hyper intéressant, parce que c'est là où tu découvres la vraie personnalité des gens. Et ils sont obligés aussi de créer entre eux une nouvelle confiance, parce qu'ils ne sont pas dans leur schéma habituel, ils ne sont pas dans leur schéma classique de quand il faut à manger, quand ils vont faire les courses, ou quand ils réparent leur mariage. C'est vraiment un autre cadre, un autre espace, et c'est hyper intéressant. Et c'est grâce à ça, grâce à ces moments-là, qu'on arrive à cerner s'ils sont plutôt stressés, donc ils ont besoin de rigueur et donc d'avoir quelque chose de très carré, ou s'ils sont plutôt cool et en fait ils s'en moquent de ce que ça va donner. Tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment s'amuser et que ça passe. Et du coup, c'est là où on sait à quel point on est capable de le faire des figures, des portées. Le porté, mon Dieu, c'est tout un débat. Est-ce qu'il va réussir à me soulever? Évidemment. Est-ce que je vais lui faire confiance? C'est pas facile. Voilà, c'est vraiment un jeu un jeu entre deux personnes qui apprennent à se découvrir autrement. Et tu proposes, je vois sur ton site, un nombre de sessions illimitées, c'est ça? Ouais. Donc en fait, quand on fait appel à toi, on paye un certain prix et on peut faire autant de cours qu'on veut. Oui. Alors évidemment, il faut que je sois disponible, parce que je travaille rarement la nuit. Et j'ai déjà des ouvertures de balles en cours, donc j'ai forcément un planning qui se remplit. Mais oui, pour moi, c'est impossible de dire à quelqu'un, avant même de se connaître, en 3 cours d'1h30 chacun, tu sauras danser et tu feras une ouverture de balle. C'est ceux qui osent vendre ça, et malheureusement il y en a, me paraissent assez malhonnêtes. Et ce que je préfère, c'est y passer 2-3 heures de plus, mais qu'ils soient satisfaits et qu'ils soient fiers, plutôt que de les laisser avec des doutes, des questions, et leur dire non, mais c'est pas dans la prestation, donc non, c'est comme ça. Par exemple, là, on vient de terminer un accompagnement, mais express, c'est-à-dire qu'en 1 semaine et en 3 cours, on a transmis et fait évoluer un couple pour le mariage de ce week-end. Et j'avais dit, voilà, je vous propose un coaching de 6 heures au total. Au final, j'ai fait 7h30, 8h. Et le futur mari me dit, mais du coup, tu me fais payer un supplément? Je lui dis, mais non, moi, je t'ai proposé 3 cours de X heures.
Voilà. Ça m'a fait plaisir de rester avec vous et de vous soutenir et de vous donner de la motivation, de la niaque et tout l'optimisme que j'ai en moi pour que vous soyez au taquet le moment venu. Donc je ne te demande pas de supplément, c'est comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai besoin que les gens soient heureux, soient satisfaits et qu'ils retirent quelque chose de cet accompagnement. Donc je suis sur des sessions illimitées en effet et je pense que j'y serai pendant un moment. Et t'as pas de mal du coup à t'organiser entre les coachings en cours, sachant que tu sais pas trop combien de temps ça va durer, pour en prendre des nouveaux, pour faire tes organisations de mariage en parallèle? Est-ce que vous avez entre vous deux, peut-être il y en a un qui fait plus certaines choses que d'autres? Alors les cours de danse, on les fait toujours à deux parce que c'est important pour les deux futurs mariés d'avoir la référence. La référence de la fille pour la fille, la référence du garçon pour le garçon. Et en plus, même si je sais guider, parce que j'ai appris à faire le leader, il y a quand même des choses, des automatismes que je n'ai pas et qu'Olivier a, et des façons d'exprimer les choses aussi qui sont intéressantes quand on est deux. Donc on est toujours deux pour donner les cours de danse. Après, sur la partie organisation, je te cache pas que c'est plutôt moi qui le fais. Olivier, il est toujours salarié de son côté, donc il m'accompagne, il m'aide de temps en temps. Il est là le jour J avec moi aussi, on se répartit vraiment les tâches. Lui, il est sur tout ce qui est logistique, technique, le DJ. Voilà, moi je m'occupe du reste. Je ne sais pas faire tout ça. Tout ce qui est câble, électricité, ça ne fonctionne pas avec moi. Donc c'est ça notre répartition du travail et je m'organise, mais ça marche très bien. J'ai jamais eu de doublons, j'ai jamais eu de problème, tout va bien. Ce qui peut éventuellement se passer, c'est que quand on a plusieurs couples qui démarrent en même temps d'ouverture de bal, on leur propose un coaching de groupe pour apprendre les pas de base, qu'on se fasse 2-3 sessions où justement ils apprennent ensemble les pas de base. Et après, en revanche, quand on rentre sur plus l'individuel et l'adaptation à la musique qu'ils ont choisie, là, on revient sur des cours particuliers. C'est la seule possibilité que j'ai si jamais mon planning devient trop chargé, ce que je souhaite et que j'appelle de tous mes voeux. Comment tu communiques alors par rapport à l'ouverture de bal? Est-ce que tu postes des vidéos de tes mariés, des chorégraphies de tes mariés, puisque c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, on voit des belles chorégraphies qui tournent sur des mariages d'ailleurs souvent qui sont même pas en France, qui sont à l'étranger, et j'imagine que c'est ça qui inspire les futurs mariés, peut-être qu'ils viennent avec ce genre de chorégraphie en me disant moi je veux faire ça. Et déjà, je pense que la première question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que tu vois le marché? Est-ce que tu as de plus en plus de demandes, justement, de par le fait que ces images-là, maintenant avec les réseaux sociaux en plus qui sont plus axés sur les vidéos maintenant, elles tournent très facilement? Ouais, Oui, comment est-ce que tu vois le marché de l'ouverture de bal? Est-ce que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus? c'est quelque chose qui se démocratise parce que c'est devenu un moment quasiment aussi important que le lancer de bouquet ou que l'arrivée du gâteau. Voilà, c'est vraiment un moment qui est attendu. Alors, si les gens font un slow pendant 2 minutes, c'est très bien. En fait, peu importe ce qui se passe pendant l'ouverture de bal, c'est quand même un moment où les deux mariés sont ensemble et dansent. Voilà. Donc soit tu fais le truc, soit tu fais une valse classique avec les deux parents, par exemple, voilà, c'est possible. Soit tu fais un slow, soit tu fais un truc qui en jette. Et en fait, il y a de plus en plus l'idée de faire une surprise. C'est-à-dire que quand les futurs mariés ont un entourage qui savent pertinemment qu'ils ne dansent pas du tout et qui se disent bon, ils vont faire un slow de 1 minute et après ils vont nous inviter à rentrer sur la piste pour les sauver de cette cata. À ce moment-là, ils se disent justement, on va faire une petite pirouette et on va bien les avoir. Et l'aspect surprise autour de la danse, il est très très important aujourd'hui. Et c'est ça en fait qui fait que les gens prennent des cours de danse pour justement surprendre et que les gens fassent mais waouh à la fin et qu'il y ait justement des applaudissements et que ce soit vraiment un moment formidable. Donc ça marche très bien. Et sur la communication, évidemment, je filme beaucoup. Ce que j'essaye de faire, c'est que les entraînements, je filme quand même sans la tête parce que j'ai pas forcément envie de montrer les gens. Encore une fois, parfois on se voit le dimanche à 10h, même moi j'ai pas forcément envie qu'on me voit le dimanche à 10h. Et je préfère, si j'ai une seule image avec des visages, je préfère que ce soit celle où ils sont beaux, maquillés et heureux. Donc ça j'ai l'autorisation, je demande toujours l'autorisation à mes mariés de publier les vidéos. Donc là, on a eu nos premières ouvertures de bal qui se sont faites sur les dernières semaines. On n'a pas encore publié les vidéos, mais ça sera bientôt le cas. Et donc, je publie pas mal les entraînements.
Euh, je publie aussi beaucoup Olivier et moi qui dansons parce que ça donne aussi envie de voir des gens qui savent danser et de se dire peut-être que je peux y arriver aussi un petit peu. Et je communique quand même essentiellement sur Instagram, évidemment. Facebook un petit peu moins, je t'avoue que j'oublie un peu Facebook. LinkedIn aussi, mais c'est pas pareil. Voilà, LinkedIn, j'ai un peu plus d'écrits, un peu plus de photos, un peu plus de retours d'expérience, de témoignages. Voilà, c'est ça ma communication. Et j'ai aussi un blog sur mon site internet qui est un petit peu à l'abandon depuis quelques temps, mais qui va être lancé dans les prochaines semaines. Et donc la majorité de tes clients, j'imagine, viennent d'Instagram? Eh ben non, c'est quand même beaucoup le bouche à oreille, au final. C'est parce que j'ai un bon réseau autour de moi qui sait ce que je fais. J'ai pas mal de gens aussi qui ont testé mes cours de danse pour voir un peu quelle est ma pédagogie et comment je fonctionne, et qui sont plutôt repartis de là satisfaits, et qui du coup communiquent, en parlent à leur entourage. Donc c'est beaucoup de bouche à oreille, et c'est aussi un peu Instagram, quand même. Oui, puis toi en plus, tu as un métier qui est directement visible, hein. Justement, les gens qui savent pas danser, qui arrivent à leur mariage et qui font une chorégraphie de fou, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui doivent leur demander, bon bah, où est-ce que Comment tu t'as as fait? faire ça, quoi. C'est normal, donc Quel est ton secret? ouais, c'est vrai que ceux qui s'en sortent bien, c'est une belle vitrine pour vous deux, Ouais, clairement. j'imagine. Ouais. Ok. Et donc, ouais, j'imagine bien que la surprise, c'est quoi? Si on part sur un slow et tout au bout d'une minute, il y a la musique qui change et puis bim, on part en chorégraphie, ça doit être quelque chose comme ça, non? Il y a de ça, mais ça peut être aussi directement la musique, parce que mais même en fait, si tu mets une musique qui sonne rock, les gens se disent bon bah ils vont nous faire un petit truc, des pas de base. Mais dès lors qu'il y a une figure importée, comment ils savent faire ça? Waouh, incroyable. C'est aussi dans la chorégraphie qu'on met de la surprise, et on essaie toujours de faire une chorégraphie qui va vraiment crescendo. Au début c'est simple, et après les paillettes. Bon, bah, on va terminer par le dernier segment du podcast dans lequel je pose les mêmes questions à tous nos invités. Et la première que j'aurais à te poser, c'est si tu as des mauvais conseils que tu entends souvent donner dans le domaine de l'organisation de mariage ou dans l'ouverture de bal, bien entendu, puisque c'est ta spécialité. Ce que j'entends beaucoup, c'est non mais j'ai pas besoin de wedding planner parce que y a ma belle-mère qui fait la décoration de mes tables. Oui. Non mais t'inquiète pas, je vais demander. On est à la bonne franquette. On se prend pas de chichi, on se prend pas la tête. Ça va aller. On va demander à 2-3 amis de gérer, ça va bien se passer. Ça peut très bien se passer, et je le souhaite infiniment du plus profond de mon cœur, je le souhaite. Sauf que dès lors qu'il y a plein de prestataires qui n'arrivent pas forcément à la même heure, qui ont parfois des moments d'intervention qui se chevauchent, il faut un minimum d'organisation. Et si on a quelqu'un d'extérieur qui est là pour ça et qui n'est là que pour ça, parce qu'en fait, quand on fait un mariage et qu'on invite des gens, parfois on a fait un choix. On a dû enlever des gens de la liste parce qu'on n'avait pas la place de les accueillir ou qu'on n'avait pas le budget. Donc si les gens que tu as invités, que tu as triés sur le volet, vraiment pour qu'ils soient là, et que tu leur demandes d'aller gérer le traiteur pour lui dire vas-y c'est bon, c'est le moment de lancer l'entrée, ça veut dire que pendant 5 minutes tu l'as pas vu. Ou si c'est toi-même qui va dire au DJ c'est bon, c'est le moment, ça veut dire que pendant 5 minutes aussi tu as été déconnecté de ce qui se passe de ton moment. Donc le mariage, ça coûte quand même suffisamment cher pour que ce soit vraiment un moment où on profite à 100%, et qu'on n'ait pas besoin de mettre à contribution des proches ou soi-même pour la gestion. Donc c'est pour ça que pour moi le wedding planner, en tout cas sur le jour J, est absolument indispensable. C'est marrant, c'est à l'image des 5 minutes. Et je reviens un peu au boulot encore, mais c'est vrai que c'est prouvé même quand tu changes de tâche pendant 2 minutes, en fait, le temps que tu te remettes dedans, ça prend beaucoup plus que la tâche en elle-même, hein. Je sais pas, si tu fais tes mails et que tu reçois un appel, avant que tu te remettes vraiment dans tes mails, ça va prendre 10-15 minutes parfois, parce que ça t'a déconcentré, parce que ça t'a sorti de ton focus. Et c'est vrai que quand tu te maries, moi j'imagine que c'est la même chose, tu es avec tes invités, et puis d'un coup, ou c'est même de la charge mentale en fait qui va rester dans ta tête toute la journée, en te disant ah oui, mince, c'est vrai, à cette heure-là, il faut que je gère ça, à cette heure-là, il y a le traiteur qui arrive. Et même si sur le moment ça ne t'occupe pas, mais ça t'occupe de la charge mentale, qui au final gâche tout le plaisir que tu peux avoir si jamais tu n'as pas ton téléphone sur toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, quoi. Donc c'est vrai que il faut voir les choses sous cet angle-là, et que le temps que tu perds sur cette journée-là, surtout, il est irrécupérable. C'est des moments que tu les revivras plus jamais. Donc autant bien les vivre à 100% en étant totalement focus sur ce qui se passe.
À part si tu te remaries, tu peux te remarier avec la même personne, voire avec quelqu'un Oui. d'autre. Alors, on va dire avec la même personne parce que c'est toujours plus festif. Ouais, c'est vrai. T'en fais d'ailleurs, t'en as déjà fait des remariages. Non, J'ai l'impression que ça se fait. mais je fais aussi des anniversaires quand même. Ça, les grosses dizaines, ça se fait bien. Est-ce qu'il y a un outil, un logiciel, une application dont tu ne pourrais te passer dans ton quotidien de wedding planner? C'est le Drive. Tout mon cerveau est déposé sur le Drive. Dès que j'ai quelque chose à noter, je le note. Comme ça, j'ai accès à tout sur mon ordi, ma tablette ou mon téléphone. Sans ça, je suis perdue. Et il y a quand même, du coup, lié, mais bon, pareil, c'est l'agenda. Parce que je mets beaucoup de petites notes. Je fonctionnais beaucoup au post-it, mais à force d'en avoir trop, ça ne marche plus. Donc des rappels sur ce que je dois faire. Et évidemment, la planification des rendez-vous pour les cours de danse, sans l'agenda, ça marche pas. Ok, et ça te permet aussi de, j'imagine, partager les documents avec tes futurs maris. Exactement, de valider les plannings et qu'ils puissent du coup aussi agir un petit peu sur les documents que je produis. Ok. C'est quoi pour toi la grande tendance dans les années à venir? Que ce soit pareil pour l'ouverture de bal, pour du mariage de manière générale? Alors, pour les mariages, de manière générale, ce que je vois beaucoup, enfin ce que je ressens beaucoup, c'est que avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les gens ont besoin de se retrouver et que du coup, les gens vont plutôt faire des mariages week-end que des mariages juste sur le samedi. Donc, il y avait déjà le retour de noces le dimanche avec un petit brunch, mais j'ai de plus en plus l'impression que les gens vont vraiment chercher des salles avec des hébergements qui sont disponibles dès le vendredi. Du coup, il y a déjà des gens qui viennent le vendredi, ils font venir un food truck pour le vendredi soir pour décompresser un peu ensemble. Le samedi, évidemment, grosse journée, et le dimanche, jusque tard parfois. Profiter toujours de ces gens à qui on a parlé un petit peu, mais c'était quand même pas totalement décontracté. Donc voilà, ce que je vois, c'est des gros mariages sur 3 jours. Et sur l'ouverture de bal, j'ai envie de te dire le rock et le swing, quoi. On va swinger pendant encore quelques temps et ça sera super. C'est quoi les chansons qui reviennent tout le temps dans l'ouverture de bal? J'ai jamais eu de doublon. Ah bon? Jamais. Non. Pour le coup, vraiment pas du tout. En fait, il y a tellement de musique, c'est génial. En fait, moi, ce qui revient tout le temps, c'est mes musiques d'entraînement. Les gens n'en peuvent plus parce que c'est toujours les mêmes que moi j'aime beaucoup écouter, sur lesquelles j'aime bien danser. Je fais des ouvertures de bal sur du Meghan Trainor, sur du Holly Murs. Je fais de la bachata, donc évidemment ça n'a rien à voir. Donc on m'a même demandé là récemment du Coldplay ou du Queen. Et allons-y, tout est possible. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de contrats, toujours autant de danse, de la satisfaction et voilà, que ça se passe bien, que ça roule, que ça danse. Et donc vous deux, pour les cours, ça se passe spécifiquement dans une salle sur Paris, hein, c'est ce que tu me disais? Ça peut être dans une salle, mais du coup c'est hors de notre prestation. Ça veut dire qu'il faut louer la salle en plus, donc ça fait aussi un budget. Donc soit on va chez les gens s'ils ont un grand salon, soit sinon ils peuvent venir chez nous aussi, on peut les accueillir pour au moins quelques temps. En fait, ce qu'on fait, c'est un mix entre répéter à la maison et répéter dans une salle, parce qu'avec un vrai parquet, avec des miroirs, c'est quand même toujours bien. Mais on peut faire quelques sessions sans miroir et dans un salon. Ok. Et si cet épisode a suscité des vocations et qu'on t'appelle hors de l'Île-de-France, est-ce que ça peut t'arriver aussi de te déplacer et de faire des prestations hors de ta région? On peut, c'est possible, mais ça sera différent. C'est-à-dire que ce ne sera pas tous les week-ends qu'on va se voir, parce qu'on va faire plutôt un gros week-end de répétition et de transmission de chorégraphie. Donc c'est pas la même organisation, mais c'est possible. Je l'ai déjà proposé à quelqu'un pour le sud de la France. Donc c'est faisable, on peut s'organiser. Ok. On mettra tous les liens vers tes sites, vers tes réseaux, vers ta fiche Planners aussi sur l'épisode qui accompagnera, sur l'article de blog qui accompagnera cet épisode, pardon, je vais y arriver, hein, sur notre site Planners. Et puis on va te souhaiter tout le meilleur là, pour cette saison qui démarre, hein, on est au mois de juin 2022. Donc là j'imagine que la saison doit battre son plein pour toi. Et puis on te souhaite tout plein de bonnes choses à toi et à ton mari. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt.
Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.